Bonjour tout le monde, bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on regarde un chiffre qui peut paraître technique, mais qui est pas mal important pour une shop qui veut performer. Le taux de réussite au premier passage, le FPY comme on dit souvent. On a lu quelques trucs là-dessus. Effectivement. C'est un indicateur qui en dit long sur la vraie santé des opérations. Tu sais, on regarde souvent la vitesse, combien on sort de pièces, mais est-ce qu'on les fait bonnes du premier coup? C'est là que le FPY, ben, il devient crucial. Fait que l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer ça un peu. C'est quoi, pourquoi c'est si important, puis comment on peut l'améliorer en gardant en tête nos usines ici au Québec. Exact. Alors, commençons par le début. C'est quoi au juste ce fameux FPY? Ben, pour faire simple, FPI, c'est le pourcentage de tes pièces qui sortent correctes, là, conformes, prêtes pour la suite, sans avoir eu besoin de retouches, pantoute. Zéro réparation, dès leur premier passage. OK. Donc, si ça sort bon tout de suite, ça compte. Mais s'il faut gosser dessus après, ça compte pas dans le FPI. Ça veut dire moins de gaspillage, moins de temps perdu, j'imagine. C'est précisément ça. Un bon FPI, ça montre que tes processus sont stables, que tu maîtrises ton affaire, tu sais. Puis l'impact sur les coûts il est direct, souvent bien plus gros qu'on pense d'ailleurs. Améliorer ton FPI, ça peut signifier des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars d'économies par année. Ça dépend du secteur, bien sûr, mais Ouais. c'est un levier financier qu'on oublie des fois. C'est clair que ça parle. Mais concrètement, là, comment on calcule ça? Simplement. Mais le calcul est assez direct, là. Tu prends un nombre de pièces qui sont sorties bonnes du premier coup à une étape donnée, là, Mhm. puis tu divises ça par le nombre total de pièces qui sont entrées dans cette étape-là. Après, tu multiplies par 100, puis tu as ton pourcentage. Fait que, mettons, on fait 100 bébelles, puis il y en a 85 qui sont parfaites du premier coup, sans aucune retouche. Bang, FPY de 85. C'est simple de même. Bon, maintenant, comment on fait pour mesurer ça efficacement sur le plancher? Ah, ça prend les bons outils, c'est sûr. Des lecteurs de code barre pour bien suivre les pièces, des systèmes de traçabilité. De plus en plus, on voit aussi des applications d'intelligence industrielle, des logiciels tu sais, qui collectent puis analysent les données de production quasiment en temps réel. Ah ouais. Puis souvent, tout ça, c'est intégré dans les gros systèmes de gestion, là, les fameux ERP. Mais ça prend aussi des vérifications physiques, j'imagine. Des mesures, des contrôles. Ah, absolument. Ça prend des instruments de mesure, puis surtout bien calibrés. On pense aux CML, là, les machines de mesure tridimensionnelles pour la haute précision, Ouais. mais aussi des gabarits de contrôle. Des fois, juste un bon gabarit simple, ça fait la job. Puis il faut être intelligent sur où tu places tes postes de contrôle, aux étapes critiques là où ça compte. Utiliser des Pokayoke, ces petits systèmes anti-erreur, puis suivre ça avec des cartes de contrôle statistique, le SPC, pour voir si ton processus dérive pas dans le temps. OK, fait qu'on mesure. Mais après, une fois qu'on a le chiffre, comment on trouve les pistes pour l'améliorer, ce FPY? Ben, une fois que tu as la mesure, c'est là que l'analyse commence vraiment. Un outil qui est puissant pour ça, c'est le Design of Experiments, le DOE, ou plan d'expérience en bon français. Ça t'aide à comprendre de façon scientifique quels paramètres de ta machine ou de ton procédé ont le plus d'impact sur la qualité, puis comment ils interagissent entre eux. Hmm, Bien y appliqué, ça peut sérieusement booster ton FPY, genre 3 à 5 en quelques semaines parfois. pas rien. Puis on a aussi parlé des cartes de contrôle, SPC, pour voir les dérives. Il y a aussi le fameux diagramme d'Ishikawa, à l'arête de poisson. Exactement. L'Ishikawa, ou diagramme cause-effet, c'est super pour brainstormer en équipe. Ça aide à trouver les causes possibles d'un problème de FPI en regardant systématiquement les 5 M. Main-d'œuvre, matériel, méthode, matière et milieu. Ça structure la recherche des vraies causes racines. Par exemple, sous méthode, tu pourrais découvrir qu'une instruction de travail qui n'est pas claire, ben, ça cause des erreurs. Parlant d'erreurs, justement, c'est quoi les pièges les plus courants qu'on voit sur le terrain? Peut-être même spécifiquement ici au Québec, dans nos shops. Ah, les classiques. Ben, les instruments de mesure pas calibrés, ça, c'est un grand classique. Le fameux gabarit qu'on sait plus ou moins correct, mais qu'on utilise pareil parce qu'on n'a pas le temps, tu sais. Ouais, je vois ça. Ou alors mélanger les pièces scrap puis les pièces qui ont juste été retouchées dans les rapports. Ça fausse complètement ton analyse du FBI. Puis j'ajouterais peut-être euh, la difficulté, surtout dans nos PME ici, avec les défis de main-d'œuvre qu'on connaît, c'est de garder une méthode de collecte de données qui est standard, la même, entre les différents corps de travail. Sinon, comment tu compares? Très bon point, ça. Ça, puis des fois, ben, des opérateurs qui sont pas assez formés sur c'est quoi exactement un critère acceptable ou non, ou des points de contrôle qui sont placés à des endroits où finalement ça donne pas tant d'informations utiles. Ça demande de la discipline puis de la rigueur, c'est sûr.
Une question qui revient souvent aussi, c'est quoi la différence entre le FPI puis le rendement global, le Overall Yield? Ah oui, bonne question. C'est simple en fait. Le FPI, c'est seulement les pièces qui sont bonnes du premier coup. Le rendement global, lui, il va aussi inclure les pièces que tu as réussi à réparer ou à retoucher avec succès. Si on reprend l'exemple de tantôt avec 100 pièces, 85 bonnes du premier coup, ça donne un FPI de 85 OK. Mais si tu en répares 10 autres qui deviennent bonnes après, ton rendement global, lui, il monte à 95 Le FPI est plus sévère. Il mesure vraiment l'efficacité de ton processus initial avant les retouches. Je vois. C'est plus pur comme mesure de l'efficacité initiale. Et ça ressemble à quoi un bon FPI? J'imagine que ça doit varier pas mal. Puis on le mesure à quelle fréquence idéalement? Ouf, ça varie énormément, oui. Dans l'automobile, souvent, on vise au-dessus de 92 En aérospatial, c'est encore plus exigeant, on parle de plus de 95 Électronique, c'est peut-être plus autour de 90 Pharma, là, c'est très, très strict, souvent au-dessus de 99 Wow! Puis pour la fréquence, idéalement, un suivi quotidien par ligne, ça permet de réagir vite si ça dérape. Une analyse par semaine pour l'usine pour voir un peu plus large, puis un suivi mensuel pour dégager les grandes tendances. Ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'améliorer son FP c'est pas juste de l'optimisation de détails, là. C'est stratégique. Les entreprises qui dépassent un FP 90 elles rapportent souvent des économies qui tournent autour de 15 sur leur coût de production. C'est majeur comme impact. 15 c'est énorme. Puis, c'est réaliste de viser quel genre d'amélioration, si on s'y met sérieusement. Viser une amélioration de 0,5 à 1 par mois, c'est souvent atteignable avec un effort qui est constant et bien ciblé. Ça peut paraître peu, 1 par mois, mais fais le calcul sur un an, ça fait 6 à 12 Les gains sont très concrets. Tu réduis tes coûts de non-qualité, on parle d'une baisse qui peut aller jusqu'à 25 puis tu augmentes ta productivité, parfois jusqu'à 30 simplement parce que tu passes moins de temps à réparer, à refaire. La clé, c'est vraiment la rigueur et la standardisation. Donc, si on résume, FPYK, c'est pas juste un autre chiffre sur un tableau de bord. C'est un vrai signe vital de la santé de tes opérations. Ça se mesure, puis surtout, ça s'améliore avec les bonnes méthodes et les bons outils. Tout à fait. Le but ultime, c'est pas juste d'avoir le chiffre, c'est de s'en servir activement. Pour agir, pour corriger les problèmes à la source, puis pour devenir meilleur chaque jour. Ça prend un engagement de tout le monde dans la shop. Puis ça m'amène à une petite réflexion pour finir. Au-delà de l'efficience directe puis des coûts, comment est-ce que cette culture-là de viser la qualité bonne du premier coup, cette rigueur nécessaire, comment ça peut influencer d'autres aspects, comme la capacité d'innover ou même l'agilité de l'entreprise? Surtout pour une PME manufacturière québécoise, là, tu sais, dans notre contexte, c'est une question intéressante, je trouve. Excellente question pour conclure, en effet. Ça laisse matière à réflexion. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces perspectives avec nous aujourd'hui. C'était très éclairant.